Tout de suite avec notre question du futur. Des tablettes au lieu des ardoises, des tableaux interactifs et même des classes virtuelles, les nouvelles technologies se répandent de plus en plus à l'école partout en Europe. Mais le numérique dans les classes fait débat. Ces détracteurs s'inquiètent de l'impact des écrans sur la santé et sur les résultats des élèves. Alors comment le numérique transforme-t-il la pédagogie? L'ordinateur va-t-il remplacer complètement les livres? Futur Mag vous emmène sur les bancs des classes de demain pour voir si l'école numérique est une bonne ou une mauvaise élève. Nous sommes au collège Jean Villard, à Chalon-sur-Saône. Dans cette classe de 3e, les cours d'anglais d'Elise Jack commencent souvent par le même rituel. Bonjour à tous. Asseyez-vous. Allez, s'il vous plaît, venez ici, prenez vos tablettes et bien sûr, connectez-vous, ok? Fini les distributions de photocopies. Ici, c'est sur tablette que les élèves se penchent pour travailler leur anglais. Depuis 4 ans, cette professeure a décidé de remplacer les bons vieux manuels scolaires par des écrans plus interactifs. L'outil numérique, il permet d'avoir accès à des documents authentiques beaucoup plus facilement. Et notamment, je pense à toute la partie audio, orale. Donc effectivement, avec un papier, c'est pas possible. Et pour être dans l'actualité, dans quelque chose d'extrêmement réactif, l'outil numérique, il s'impose de soi. Comme beaucoup d'autres professeurs, Elise Jack a décidé d'adopter le numérique pour sensibiliser ces générations nées avec Internet à une bonne utilisation du web. Et pas question pour les élèves de surfer sur les réseaux sociaux. Ils n'y ont pas accès. Ils peuvent juste consulter les 4 pages sélectionnées par leur professeur. Et vous allez devoir travailler, collecter des informations sur les 4 sites internet que je vous ai présélectionnés. Vous le savez, il est très important de faire attention à ces sources. D'abord, lorsque vous collectez des informations sur un site, il vous faut les citer, ces sources. Le cours d'aujourd'hui repose sur les élections présidentielles aux États-Unis. Les élèves doivent faire des recherches sur le nouveau président. Par exemple, moi, quand je faisais un exposé avant, j'allais sur Wikipédia, copier, coller, voilà. Tout le monde connaît. Mais maintenant, on est plus regardant sur la manière dont on fait les choses. On va plus prendre les informations, les rédiger, puis noter les sources après. L'enjeu de faire rentrer le numérique dans les classes, il est de venir en complément on va dire, de la veille parentale qui va pouvoir ou pas se passer à la maison. Et apprendre à savoir faire le tri dans les informations, il me semble qu'aujourd'hui, c'est juste un point essentiel pour les citoyens de demain. Et les tablettes servent aussi à faire des exercices que l'enseignante a préparés. Des quiz tactiles sur l'histoire des États-Unis, de la grammaire ou de la compréhension orale. Les élèves peuvent faire du travail personnalisé en fonction de leur niveau. Certains travaillent sur des bases audio, pendant que d'autres vont plutôt s'exprimer à l'écrit. Pendant ce laps de temps, chaque élève peut travailler sur ce qu'il doit, effectivement travailler les choses sur lesquelles il doit progresser. À en juger par le silence de la classe, ils ont l'air complètement absorbés par leur travail. Chut. On est plus dans notre bulle, on est plus se concentrer sur notre exercice. Donc pour moi, c'est toujours mieux qu'un exercice basique sur la feuille. C'est plus fun, c'est plus ludique, puis la prof, elle peut nous suivre à tous les moments, donc c'est aussi plus rassurant de l'avoir plus proche. En effet, depuis son ordinateur, Miss Jack, la professeure d'anglais, surveille en temps réel ce que fait chacun des élèves sur sa tablette. Elle peut ainsi donner des conseils personnalisés sans même bouger de sa chaise. Right, Gabriel, allez, Gabriel, s'il te plaît, regarde. Ici, la question est « Quelle chose importante a réalisé Abraham Lincoln ?» Abraham Lincoln a aboli l'esclavage. Ne te trompe pas sur la terminaison.
Plus en phase avec le quotidien des élèves, et plus interactives aussi, les tablettes s'imposent dans les classes en Europe. Les pays nordiques et scandinaves sont les plus en avance, et tous les collégiens français devraient en être dotés en 2018. Mais cet équipement fait débat. Est-ce que les élèves 2.0 hyper connectés réussissent mieux que les autres? C'est la question. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a réalisé une étude, le rapport PISA, sur l'équipement numérique des élèves et leurs résultats dans 63 pays. Philippe Biwix, auteur du livre Le désastre de l'école numérique, pointe certaines de ses conclusions surprenantes. Les niveaux d'utilisation des ordinateurs à l'école supérieurs à la moyenne actuelle des pays de l'OCDE sont associés à des résultats significativement plus faibles. Le résultat est qu'il n'y a aucune corrélation entre le niveau d'équipement, de numérisation des systèmes scolaires et la performance des élèves. C'est même un peu pire, on s'aperçoit que ces études montrent que plus on utilise l'écran, et moins les élèves réussissent, par exemple, dans une des épreuves qui est la compréhension de l'écrit. C'est-à-dire, en gros, plus vous mettez vos enfants devant des écrans, et moins ils comprennent ce qu'il y a écrit dessus. Mais malgré ces constatations, le rapport préconise tout de même l'utilisation des nouvelles technologies à l'école. Explication avec François Tadei, directeur du Centre de recherche interdisciplinaire. Pour ce chercheur qui milite pour l'innovation pédagogique, il ne s'agit pas de juste mettre des enfants devant des tablettes, il faut, comme le fait Élise Jack, bien maîtriser le contenu. Il faut à la fois des équipements, mais il faut surtout savoir les utiliser. Si on n'a pas pensé aux usages, si c'est pour reproduire exactement les usages qu'on a à la maison et qu'on a déjà des équipements à la maison, c'est pas forcément essentiel. Il faut construire de nouvelles façons d'apprendre et il faut une vraie réflexion, y compris au niveau de la recherche et en la co-construisant avec les enseignants, les parents, les élèves, qui soit une recherche qui permette de dire qu'est-ce que c'est qu'on apprend mieux par le numérique, qu'est-ce que c'est qu'on apprend mieux en face à face, qu'est-ce que c'est qu'on apprend mieux dans un jeu, qu'est-ce que c'est qu'on apprend mieux en faisant, qu'est-ce que c'est qu'on apprend mieux en interagissant avec ses petits camarades, qu'est-ce que c'est qu'on apprend mieux en suivant un cours magistral. Et ça, aujourd'hui, personne n'a la réponse à qu'est-ce qu'on apprend le mieux selon les différentes modalités. Et pour Jean-Yves Epp, le président du You Know Why, la société qui produit les tablettes que nous avons vues au collège, l'école ne peut pas faire l'impasse sur le numérique. Même si la France est rentrée, ça y est, dans le mouvement, elle est très en retard. Il y a un véritable danger à être en retard, c'est de faire des analphabètes du numérique. Les sociétés, au sens entreprise aujourd'hui, sont numériques. Laisser sortir des enfants de l'école sans avoir appris le numérique, c'est un véritable danger pour eux. Ne pas maîtriser le numérique pour l'Europe, c'est un véritable danger parce que ce soit en Asie ou en Amérique, le numérique est un facteur de développement colossal. Donc on ne peut pas passer à côté de cet enjeu qui est fondamental à la fois pour l'économie, mais aussi pour la transformation de la société. Et donc on doit jouer un rôle et ça commence par l'école. Le déploiement des écrans sur les bancs des écoles est lancé. Mais jusqu'où ces technologies pourraient-elles transformer la pédagogie? Le numérique va-t-il bouleverser la salle de classe? Allons voir à quoi pourrait ressembler l'école de demain. Deux fois par mois, cette classe de CM2 d'Issy-les-Moulineaux, près de Paris, fait un petit voyage dans le futur en allant travailler chez Microsoft dans une classe expérimentale. Des écrans au mur, sur le sol, sur les tables, voici comment le géant du numérique partenaire de l'éducation nationale imagine la place des nouvelles technologies dans les écoles. Et les élèves sont ravis. Plus de cahiers, ni de stylos, tout est tactile et interactif. Ça t'agrandit le cerveau et ça te fatigue pas. C'est ça qui est bien. Enfin, ils sont quand même là pour travailler. Et la séance du jour repose sur l'apprentissage du code informatique. Les enfants s'entraînent à programmer de petits robots. Une nouvelle matière indispensable pour l'école du futur, selon Thierry de Vulpillère, directeur partenariat éducation. Les métiers de demain,
de plus en plus, sont dans ce secteur-là. C'est intéressant, c'est pas sur les petites classes qu'on détermine un métier, mais on ouvre des appétits. On sait que la culture des sciences est faible à l'école primaire, de commencer à développer cet appétit, pour les garçons comme pour les filles, est important pour la société de demain, pour les jobs de demain. À première vue, dans cette classe, c'est un peu le bazar. Mais c'est parce qu'il n'y a plus ici de pupitres sagement alignés face à l'estrade du professeur, mais des espaces confortables où les enfants travaillent en petits groupes. Avec notre groupe, à chaque fois on change d'activité et quand on a besoin d'aide on peut appeler quelqu'un, mais sinon on est en groupe et on s'aide entre nous-mêmes. Ces espaces sont effectivement facilitant pour un travail en petits groupes, en autonomie. C'est pour ça que cette classe a été aménagée par les architectes qui l'ont conçue de cette manière-là. Et de plus en plus, toutes les écoles du futur dans le monde, en Finlande, à Singapour, sont aménagées comme ça. C'est un gros enjeu pour les établissements français de réaménager la salle de classe dans des espaces qui sont faits pour l'apprentissage, qui sont confortables, comme on le voit ici dans cette classe, où ils sont allongés par terre. Voilà. Cette classe peut faire rêver, surtout les enfants, mais aussi les industriels du numérique. Car les équipements électroniques ont un coût beaucoup plus élevé qu'un livre, pour une durée de vie bien inférieure. C'est d'ailleurs l'une des critiques de ces détracteurs. L'école numérique serait trop chère. Évidemment, chez Microsoft, on a la solution. Les familles sont de plus en plus équipées. Il y a un dispositif qu'on appelle BIOD, un peu partout dans le monde, Bring Your Own Device, amenez votre propre matériel. Et donc les réflexions sont que, puisque une bonne partie des familles sont équipées, peut-être que ces outils-là vont pouvoir être utilisés sans qu'il y ait besoin de double financement dans l'apprentissage. Avec sa propre tablette dernier cri, ou celle fournie par son école, la classe du futur s'annonce irrémédiablement numérique. Et pour innover, la pédagogie pourrait bien s'inspirer de l'utilisation de nouvelles technologies que les enfants connaissent bien, a priori moins éducatives. Il s'agit des jeux vidéo. Jouer pour apprendre, c'est la démarche de Cassandra Potier-Watkins, chercheuse américaine en neurosciences au laboratoire Neurospin, et de Julien Caporal, directeur pédagogique de la société Manzalab. Car le jeu déclenche dans le cerveau les mécanismes fondamentaux de l'apprentissage. Pour bien apprendre, il faut être concentré quand on apprend, il faut être engagé, c'est-à-dire qu'il faut être dans l'action, et là on va apprendre mieux. On va pouvoir se tromper, corriger ses erreurs et avancer comme ça. Et puis il faut de l'émotion. Plus il y a d'émotion, plus vous ancrerez vos souvenirs de ce que vous avez vécu dans la journée pendant votre sommeil. Ils ont développé avec leurs équipes un Serious Game, un jeu sérieux piloté par l'Éducation nationale. Il ne s'agit pas ici de conduire un kart, mais d'apprendre à lire aux élèves du primaire grâce à une tablette. C'est pas la tablette pour nous qui est bien ou pas bien, c'est les logiciels qui sont dans la tablette. Est-ce que les logiciels est intéressant? Est-ce que c'est une bonne méthode pour l'apprentissage ou pas? Nous savons déjà par les neurosciences et les sciences cognitives que très important pour l'apprentissage de la lecture, c'est l'apprentissage lettres et sons, que l'enfant doit vraiment automatiser, reconnaître les lettres, connaître les sons qui fait cette lettre. C'est le b.a.-ba, en fait, des apprentissages. Ce jeu apprend donc la correspondance entre les sons et les lettres, et pour cela, l'enfant se promène sur des îles imaginaires et colorées, et à chaque nouvelle lettre, des petits défis testent immédiatement ce que l'élève vient d'apprendre, et le corrigent instantanément. Alors pour les neurosciences, quelque chose qui est très important, c'est l'automatisation d'un apprentissage. Et nous trouvons que peut-être qu'en jouant, on vous oblige, par la persévérance dans un jeu, d'automatiser une réponse. Si nos erreurs sont corrigées rapidement, notre cerveau enregistre mieux les informations. Et lorsque l'élève se trompe, pas de mauvaise note. Il est juste amené à persévérer pour résoudre le jeu. Et s'il gagne, c'est un trésor à la clé. Youpi! C'est un effet positif parce que du coup, vous n'êtes
pas dans le stress. Et on sait qu'un enfant qui est dans le stress, qui pense que ses erreurs va avoir un effet sur ses notes et il va avoir les moins bonnes notes dans la classe et puis ça va être les crises et les larmes. C'est un stress. L'enfant ne va pas apprendre dans ces situations. C'est beaucoup mieux de faire les erreurs et changer tout de suite votre comportement, sachant que ces erreurs ne sont pas graves. C'est normal de faire des erreurs et d'apprendre après comment trouver la bonne réponse. Ce jeu, Élan pour la lecture, va être testé auprès de 1200 élèves pour mesurer son efficacité. Plus ludique, plus motivant, le numérique va bouleverser notre façon d'apprendre. L'ordinateur pourra-t-il devenir meilleur professeur que l'être humain ? Benoît Praly, le cofondateur de l'entreprise Domotio, pense, lui, avoir la solution pour transformer l'ordinateur en un super professeur particulier. Un logiciel qui nous connaît parfaitement grâce au big data, c'est-à-dire à nos données informatiques, pour nous proposer des cours sur mesure, personnalisés. On n'apprend pas tous pareil. Si on pose comme ça sur un panel dans une rue la question aux gens, est-ce que vous pensez que vous apprenez de la même façon que votre voisin? Ils vont tous répondre non. Le big data aujourd'hui, c'est l'utilisation des données. Là, nous, ce qu'on fait, c'est adapter ce big data aux données d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va être capable de savoir qui c'est quoi, qu'est-ce qui répond bien, juste, correctement, et quel est son processus de raisonnement pour essayer de lui proposer un parcours qui va être adapté à lui, à sa façon d'apprendre. Pour mieux comprendre, Benoît nous fait une démonstration avec sa collègue Marie. Ils démarrent tous les deux le même programme de maths. À chaque exercice, le logiciel étudie leurs réponses, leurs erreurs et même leur temps d'hésitation. Et en fonction de leur niveau, le logiciel leur propose en temps réel de nouveaux exercices personnalisés, différents pour chacun. Marie a eu un échec assez rapidement dans son parcours, et alors que moi j'ai plutôt bien réussi au début, ce qui fait qu'on a totalement divergé sur nos chemins d'apprentissage et on n'a pas eu les mêmes exercices qui ont été proposés à des moments différents. Marie, par exemple, on lui a proposé de retourner sur la leçon à un moment. Donc voilà, on a chacun eu notre parcours d'apprentissage qui était adapté à nos besoins, à notre maîtrise et à notre objectif. Ce logiciel compare nos réponses avec les données des autres utilisateurs grâce à des algorithmes compliqués. Il détermine ainsi notre profil et nous propose les exercices qui se sont révélés les plus efficaces pour notre niveau. Cette technologie s'appelle l'adaptative learning, ou l'apprentissage adaptatif. Elle est de plus en plus utilisée aux États-Unis, sur les bancs de l'école, des universités et même pour les MOOC, les cours en ligne. Pour Benoît Praly, même si l'ordinateur ne remplace pas l'approche humaine du professeur, il est parfois plus performant. L'enseignant, il a souvent 30 élèves en classe. Là, on est vraiment dans un référentiel où on est en face d'un ordinateur qui apprend de la façon dont nous, on apprend. Donc, il y a des choses que l'ordinateur fera mieux qu'un enseignant, à savoir prendre un élève en particulier, prendre le temps de savoir comment est-ce qu'il apprend, quelles sont ses difficultés et essayer de lui donner des méthodologies. Avec l'adaptative learning et demain l'intelligence artificielle, l'ordinateur va-t-il devenir le professeur du futur ? L'école avait jusqu'à présent échappé à cette logique de productivité, de remplacer du travail humain par de la machine. Et bien effectivement, est en train d'arriver. L'offensive vient d'être lancée dans l'école parce qu'il faut effectivement ouvrir un peu les marchés disponibles. Et donc effectivement, on dit on va faire quelque chose de très personnalisé grâce à la machine. Mais on pourrait faire des choses très personnalisées grâce à plus d'humains. Le rôle de l'enseignant est évidemment affecté par l'arrivée du numérique. Mais quelque part, je pense que ça lui donne des missions qui sont plutôt plus nobles que simplement corriger des copies, par exemple. Si la correction est automatique, devoir répéter 23 fois à des élèves selon 12 modalités différentes, c'est pas forcément facile. La machine, elle peut très bien faire ça. Par contre, comprendre les besoins de l'enfant et lui expliquer un concept un petit peu compliqué, ça sera l'apanage de l'homme. Le numérique à l'école, ce n'est pas que le remplacement du papier par des tablettes, c'est un bouleversement qui pourrait modifier la pédagogie, le métier d'enseignant et même l'espace de la classe. L'école numérique n'en est qu'à ses débuts et il faudra attendre quelques années pour avoir un vrai retour sur ces innovations pédagogiques.
Le débat continue sur arte.tv/futurmag et sur les réseaux sociaux.